Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, retrait des mercenaires en Libye, une opération délicate qui n'avance pas à la vitesse souhaitée par le gouvernement d'union nationale. Le 3 octobre, la ministre des Affaires étrangères a annoncé le départ de certains d'entre eux, un nombre cependant encore insignifiant. Agrobusiness, la société israélienne iHolding Limited a récemment annoncé un investissement de 250 millions de dollars dans l'éducation agro-industrielle et les compétences en agro-gestion en Tanzanie. Un coup de pouce au secteur agricole tanzanien qui emploie plus de 70% de la population active. Et puis la saison 2021-2022 s'annonce compliquée pour les planteurs de cacao ivoiriens. Le prix hors-champ du kilogramme de cacao pour la campagne 2021-2022 a été fixé à 825 francs CFA contre 1000 francs CFA lors de la campagne précédente. Les explications dans la suite de cette édition. Alors que le gouvernement d'union nationale libyen cherche à mobiliser l'aide internationale pour accélérer le départ des mercenaires étrangers, la ministre libyenne des Affaires étrangères a déclaré dimanche 3 octobre que certains d'entre eux avaient quitté le pays. Un retrait cependant très modeste selon Najla Al-Mangouche. L'ONU estime à plus de 20 000 le nombre de mercenaires présents sur le territoire libyen. Aïssa Toubari. Début de retrait très modeste des combattants étrangers présents en Libye. C'est l'annonce faite dimanche 3 septembre par la ministre des Affaires étrangères, Najla Al-Mangouche, qui se félicite de cette avancée, mais qui espère le départ d'un plus grand nombre. Ce retrait est une des conditions pour la bonne tenue des élections prévues le 24 décembre 2021. Nous cherchons à mettre en place une organisation plus grande et plus complète pour le départ des mercenaires et c'est ce que nous chercherons à atteindre lors de la conférence sur la stabilité de la Libye qui se tiendra ce mois-ci. Selon l'Organisation des Nations Unies ONU, plus de 20 000 mercenaires russes, syriens, tchadiens, soudanais ainsi que des militaires turcs se trouvent en Libye, menaçant le processus de paix lancé dans le sillage du cessez-le-feu conclu entre deux pouvoirs rivaux en octobre 2020 après des mois de combat. L'accord de cessez-le-feu prévoyait le retrait de tous les mercenaires étrangers dans les 3 mois suivant sa signature, il y a de cela 1 an. Il s'agit là d'une condition essentielle pour l'organisation des élections, puisque des élections libres, transparentes ne peuvent pas se dérouler sous la présence de milliers de mercenaires armés jusqu'aux dents. Il faut s'attendre à un regain de pression de la part des acteurs internationaux qui sont impliqués dans le dossier libyen pour le retrait total de ces mercenaires dans les plus brefs délais. En plus de cela, évidemment, il y a des États qui sont directement menacés par la présence de ces mercenaires. C'est un problème tant de politique interne qu'un problème international et régional qui met en cause directement la sécurité des États concernés. Dans un communiqué publié récemment, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a demandé l'arrêt immédiat de l'ingérence extérieure des puissances étrangères sur le sol libyen. Le Conseil s'engage à dénoncer ceux qui continuent à alimenter le conflit en Libye alors que le pays tente de s'extraire d'une décennie de violence et de division. 5000 Tunisiens sont descendus dans les rues des plus grandes villes du pays ce dimanche 3 octobre en soutien au président de la République Kais Saied. Le chef de l'État qui en juillet dernier a pris la décision de dissoudre le Parlement mais aussi de renvoyer son Premier ministre, répondant ainsi à une demande formulée par une partie de la population. Joël Ballot. Ils étaient plus de 5000 partisans à se mobiliser en Tunisie pour apporter leur soutien au président Kais Saied. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la continuité des événements et décisions présidentielles prises le 25 juillet 2021. En effet, le président tunisien a mis fin à un système défaillant en suspendant le Parlement, mais aussi a démis de ses fonctions le Premier ministre tunisien Hichem Mechichi. Ces manifestations, évidemment, qui se sont déroulées aussi concomitamment dans plusieurs villes, manifestent un soutien populaire clair et sans embâge aux orientations du président, dont les décisions, en plus de la légalité qui les caractérise, puisque toutes gravitent autour de l'application stricte
intégrale et totale de l'article 80 de la Constitution tunisienne qui organise l'état d'exception. Donc ces décisions ont aussi la légitimité populaire. Drapeau au dos, pancarte en main, les pro-Kais Saied répondent à la manifestation de la semaine précédente de ses opposants. Pour eux, Kais Saied est jusqu'à présent la seule personne qui se soucie réellement de l'avenir de la Tunisie. Cette démarche, lourdement appuyée par les partisans, vise à accompagner Kais Saied dans la mise en place de nouvelles réformes qui vont permettre, entre autres, de lutter contre la corruption, de lutter contre le taux de chômage passé de 15 à près de 18% sous l'effet de la Covid-19. Contrairement aux manifestations qui ont eu lieu le 26 septembre, qui ont été organisées par les opposants au président, qui sont motivés par un gain d'argent pour participer à ces élections, les manifestations d'hier ont été organisées très rapidement dans le temps, contrairement aux manifestations de la semaine d'avant. Pour les anti-Kais Saied, ces décisions s'apparentent à un coup d'État dont l'objectif pour l'homme fort de la Tunisie est de s'accaparer du pouvoir, instaurer un régime plus difficile que celui de Zine El Abidine Ben Ali, renversé par la révolution de 2011. La Tanzanie va bénéficier d'un investissement de 250 millions de dollars pour renforcer son secteur agricole. Ce projet soutenu par l'entreprise AI Holding vise à promouvoir l'éducation agro-industrielle et les compétences en agrogestion. Les détails avec Joël Ballot. En Tanzanie, le secteur agricole emploie plus de 70% de la population active et représente 35% du montant total des exportations nationales. Au vu de l'apport significatif de ce secteur d'activité dans l'épanouissement de la Tanzanie, la société AIE Holding a décidé d'investir 250 millions de dollars pour promouvoir l'éducation agro-industrielle et les compétences en agrogestion. Nous avons l'intention d'utiliser l'enseignement agricole avancé en Israël en inscrivant des Tanzaniens pour de courtes et longues périodes dans nos projets spéciaux d'éducation disponibles dans notre pays. Nous avons l'intention d'utiliser le savoir-faire israélien pour employer des diplômés à des postes de gestion et technique dans nos projets agro-industriels en Tanzanie. Il s'agira pour les Tanzaniens d'acquérir des connaissances, notamment dans l'enseignement agricole, à la ferme avicole, aux grandes cultures, à l'énergie solaire, au traitement des eaux usées. La mise en place de ce projet sera propulsée par des investisseurs locaux et devrait créer environ 70 000 emplois directs. L'investissement de la compagnie AI Holding dans la promotion de l'éducation agro-industrielle et des compétences en agrogestion permettront à la Tanzanie d'amorcer une phase de la transformation structurelle de son économie. Cet investissement va permettre au pays de diversifier ses sources de revenus. Cet investissement pourra permettre au pays d'avoir des éléments de réponse, de résolution de la difficile équation de l'inclusion des petits producteurs. Également, l'amélioration de la qualité des produits et de la compétitivité des prix. Soulignons que la production agricole du pays est en majorité assurée par les paysans pratiquant une agriculture pluviale de subsistance à l'aide de techniques manuelles. Aussi, grâce à ces projets agricoles, la Tanzanie va multiplier ses opportunités et renforcer les capacités des agriculteurs à travers de nouvelles techniques de culture. La Tanzanie qui compte augmenter sa production de café. Le Tanzania Coffee Board a en effet annoncé dimanche 3 octobre qu'il avait commencé à prendre des mesures visant à augmenter la production du café dans le pays avec pour objectif de la faire passer de 70 000 à 300 000 tonnes par an d'ici 2025. Aurélia Kamuzora, présidente du conseil d'administration du TCB, a déclaré que l'organe de régulation travaillerait de concert avec les différents acteurs de l'industrie du café dans le pays pour faire en sorte que cet objectif soit atteint. Baisse du prix du cacao en Côte d'Ivoire. Le prix d'achat aux planteurs ivoiriens, premier producteur mondial, a été fixé à 825 francs CFA le kilo à l'ouverture de la campagne 2021-2022, soit une baisse de 17,5% par rapport à la campagne précédente. Une régression qui, selon le Conseil Café-Cacao, est imputable à la pandémie de Covid-19. Marine Tolo. En Côte d'Ivoire, le prix borchon du kilogramme de cacao baisse de 175 francs CFA. Le prix fixé à 825 francs CFA, soit 73% du prix du marché international pour la campagne 2021-2022, vient largement en dessous de celui fixé lors de la campagne précédente qui était de 1000 francs CFA. Cette baisse, selon le Conseil Café-Cacao, est causée par la pandémie de la Covid-19. La Côte d'Ivoire
doit mettre en place des structures pour être le premier transformateur de cacao. La Côte d'Ivoire doit éviter de continuer à engraisser les pays de l'Europe du Nord qui n'ont pas une seule fève de cacao, mais qui profitent de façon abusive de l'effort des paysans ivoiriens. L'apparition du virus de la Covid-19 a considérablement diminué la demande des produits à première phase d'industrialisation dans le continent et dans la sous-région selon des observateurs. La baisse de la demande de fèves a poussé le pays à accumuler d'importants stocks de cacao qu'elle espère par ailleurs purger à temps afin d'envisager une meilleure reprise pour la campagne prochaine. La Côte d'Ivoire, pour profiter de façon optimale de sa première place au monde, doit associer la quantité et la qualité. C'est-à-dire, doit profiter pour produire un cacao de qualité supérieure et augmenter le prix du cacao du fait de la qualité du cacao produit. Contrairement au cacao, le café connaît une hausse du prix de 150 francs CFA. La campagne de cet autre produit se fera en décembre 2021. Toutefois, rappelons que le cacao représente plus de 50% du PIB des exportations de la Côte d'Ivoire et 15% du PIB national. Dans l'actualité également, une crise alimentaire d'envergure plane sur la région de Tillabéri, à l'ouest du Niger, où près de 600 000 personnes sont déjà exposées à l'insécurité alimentaire selon l'ONU. L'immense région de Tillabéri, qui avoisine la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, est le théâtre depuis 2017 d'attaques meurtrières de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Le 10 septembre dernier, pour sa première visite dans cette zone enclavée, le président nigérien Mohamed Bazoum a promis de poursuivre l'assistance alimentaire ainsi que la mise en place d'un dispositif sécuritaire plus musclé pour freiner les incursions d'assaillants du Mali. L'île Maurice rouvre ses frontières aux voyageurs internationaux. Réouverture qui a été soumise à condition, celle notamment d'une vaccination massive contre la Covid-19 des acteurs de la filière touristique. Ces derniers espèrent désormais pouvoir relancer une industrie mise à mal par la crise sanitaire. Samantha Sabero. Après 18 mois de fermeture, la réouverture des frontières de l'île Maurice au tourisme international est accueillie avec un mélange d'optimisme, de soulagement et de prudence. Aides d'honneur, danseurs folkloriques, tout était là pour accueillir en grande pompe les visiteurs à l'aéroport international de Maurice le 1er octobre à l'occasion de la grande réouverture tant attendue des frontières. Les autorités de cette île espèrent relancer le secteur du tourisme durement touché par la pandémie mondiale. L'île Maurice est un pays essentiellement touristique. Il a bien développé l'exportation des services, mais le tourisme est l'ossature de l'économie mauricienne. Le pays a été coupé du reste du monde du fait du Covid. Il est maintenant question que le pays renaisse de ses cendres pour créer un autre tourisme, un écotourisme, un tourisme beaucoup plus évolutif avec le temps. Et pourquoi pas un autre tourisme post-Covid. Privée de touristes depuis plusieurs mois en raison de la pandémie du Covid-19, l'économie mauricienne a tourné au ralenti jusqu'à maintenant. Vendredi 1er octobre 2021, les premiers avions en provenance de Dubaï, Paris ou Londres ont atterri à Maurice. Les passagers descendent à un rythme lent, mais régulier en raison des protocoles plus stricts au niveau de l'immigration. L'île Maurice, entre-temps, a pris du retard à ouvrir ses frontières. D'autres pays lui ont pris les devants. Et l'île Maurice, dans ce genre de conditions, doit donner plutôt une offre à valeur ajoutée. Et c'est cette offre à valeur ajoutée qui va permettre aux gens de changer de destination et d'aller vers Maurice. Pas seulement les plages, pas seulement les hôtels, mais au-delà de ça, on doit créer un tourisme à valeur ajoutée, un écotourisme, un tourisme écologique, un tourisme qui apporte plus de la valeur au déplacement qu'un seul tourisme de plage. Toutefois, avant d'être autorisés à s'aventurer plus loin dans le pays, les touristes en possession d'un test négatif devront séjourner dans des bulles de villégiature pendant 14 jours. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.